En 1908, lorsque Jersey City, dans le New Jersey, est devenue la première ville des États-Unis à chlorer son réseau public d'eau potable, les industriels de la chimie qui fournissaient ce chlore, les entreprises qui passaient déjà depuis des décennies à vendre des agents blanchissants et des solvants industriels aux filatures et aux usines de tout le Nord-Est, ont obtenu bien plus précieux qu'un simple marché municipal. Ils ont obtenu une dépendance. Chaque ville, chaque station de traitement, chaque canalisation qui arrivait dans chaque foyer d'un pays qui s'urbanisait plus vite qu'il ne construisait ses infrastructures. Cette dépendance représente aujourd'hui un marché mondial des produits chimiques de traitement de l'eau de 45 milliards de dollars, d'après un rapport publié en 2022 par Grandview Research. Et le fait qu'un simple morceau de cuivre à 2 dollars éliminait déjà toutes les bactéries dans l'eau stockée bien avant que le premier pharaon ne s'assoie sur un trône n'a pas été étouffé. On ne lui a simplement jamais donné de raison de survivre dans un monde où survivre exige des résultats trimestriels. Un morceau de tuyau en cuivre à 2 dollars, placé dans n'importe quel récipient d'eau, éliminera toutes les bactéries présentes dans cette eau en 4 à 8 heures, sans filtre, sans produits chimiques, sans électricité, sans pièces mobiles, grâce à un phénomène physique auquel les scientifiques ont donné un nom dès 1893. Il existe une seule variable qui détermine si cela fonctionne complètement ou si cela ne produit presque rien. Et ce n'est ni la surface de contact, ni la température de l'eau, ni la pureté du cuivre, ni aucune des choses qui reviennent quand les gens s'écharpent là-dessus en ligne. La plupart de ceux qui ont essayé et sont repartis convaincus que cela ne marche pas se sont trompés sur cette variable-là. C'est la toute dernière chose que nous allons voir, et quand vous l'entendrez, tout ce qui précède s'emboîtera d'un coup. L'industrie mondiale des produits chimiques de traitement de l'eau, celle qui dépend du fait que vous ignoriez ce que vous allez apprendre, était évaluée à 45,1 milliards de dollars en 2022, selon Grandview Research. Ce chiffre n'a rien d'un complot. C'est juste des mathématiques. On ne vend pas 45 milliards de dollars de quelque chose chaque année si l'alternative coûte 2 dollars une seule fois et dure jusqu'à ce que vos petits-enfants en héritent. Les mathématiques n'ont pas besoin de méchants. Elles n'en demandent pas. Les chiffres expliquent tout. Laissez cela décanter un instant, puis revenons en arrière. Le papyrus Edwin Smith, un document médical égyptien que les égyptologues situent aux alentours de 1600 avant notre ère, mais qui fait référence à des pratiques attestées dès 3000 avant notre ère, contient ce que la plupart des historiens de la médecine considèrent comme la plus ancienne trace écrite conservée de l'usage du cuivre comme agent stérilisant. Du cuivre pour les plaies, du cuivre pour l'eau conservée dans des récipients, pas comme rituel, comme technologie. Les anciens Égyptiens avaient constaté, sur des dizaines de générations, que l'eau gardée dans des contenants en cuivre restait potable bien plus longtemps que l'eau stockée dans l'argile, le bois ou des récipients tressés. Ils n'avaient pas de microscope. Ils n'avaient aucun cadre théorique pour la théorie microbienne. Ils n'en avaient pas besoin. Les résultats étaient assez constants pour devenir une pratique, et assez constants pour traverser 3000 ans d'usage accumulés sans que personne ne comprenne pourquoi cela fonctionnait. Les Grecs de l'Antiquité ont repris cette pratique. Hippocrate, qui écrit au 5e siècle avant notre ère dans un traité intitulé « Des airs, des eaux et des lieux », recommandait explicitement de faire bouillir l'eau dans des récipients en cuivre pour la rendre propre à la consommation. Ce n'est pas une interprétation moderne d'un passage ancien ambigu, c'est dans le texte. Les Romains l'ont documenté avec encore plus de précision. Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle achevée vers l'an 77 de notre ère, note que des officiers de l'armée romaine ayant servi en Afrique du Nord et dans les provinces orientales demandaient expressément des contenants d'eau en cuivre pour les campagnes prolongées, non pas parce que le cuivre était plus léger que le bronze, ce qui n'était pas le cas, mais parce que l'expérience de terrain avait confirmé de manière répétée que les soldats qui buvaient dans des récipients en cuivre souffraient de moins de troubles gastro-intestinaux lorsqu'ils opéraient dans des régions où l'eau leur était inconnue. Ce n'était pas du mysticisme, c'était un savoir opérationnel, acquis au combat et consigné comme doctrine militaire pratique. Au Moyen-Âge, les moines cisterciens de l'abbaye de Cîteaux, en Bourgogne, fondée en 1098, maintenaient des stockages d'eau doublés de cuivre comme élément standard de leur système de gestion hydraulique. Ce n'étaient pas des alchimistes, c'étaient des ingénieurs. Ils ont construit des systèmes d'eau capables de maintenir en vie pendant des siècles des communautés de plusieurs centaines de personnes sans infrastructure municipale, et le cuivre faisait partie de leur méthode. Si cette pratique a perduré, ce n'est pas parce que personne ne la remettait en question, mais parce que chaque génération qui la remettait en cause finissait par refaire la même expérience et obtenir le même résultat. Aucune de ces civilisations ne comprenait le mécanisme. Cette compréhension est devenue d'un botaniste suisse nommé Carl Wilhelm von Nägeli, qui, en 1893, a publié un article majeur démontrant que les ions métalliques, en particulier ceux du cuivre et de l'argent, étaient létaux pour les bactéries
les algues et les champignons à des concentrations si faibles qu'aucun test chimique disponible à l'époque ne pouvait les détecter. Il a appelé cela l'effet oligodynamique. Oligo, du grec, signifie peu, faible quantité, trace. Dynamique signifie force, puissance, la force d'une trace. Une concentration d'ion cuivre mesurée en partie par milliards suffit à rompre la membrane cellulaire d'une bactérie, à perturber ses systèmes de production enzymatique et à détruire sa capacité à se répliquer. La bactérie ne s'adapte pas à cela. Il n'existe aucune voie évolutive permettant de contourner la physique de l'échange ionique. Le mécanisme n'est pas une pression biologique contre laquelle la sélection naturelle pourrait travailler au fil des générations. C'est une interaction physique entre des ions métalliques et des structures cellulaires, une interaction avec laquelle la biologie ne peut pas négocier. En 2008, l'Agence américaine de protection de l'environnement a officiellement homologué le cuivre et les alliages de cuivre comme matériaux antimicrobiens. Les premiers matériaux solides de toute l'histoire de l'agence à recevoir cette classification précise. Le dossier d'homologation indiquait que les surfaces en cuivre éliminent plus de 99,9% des bactéries en moins de 2 heures de contact dans des conditions d'essai en laboratoire. C'est une homologation fédérale antimicrobienne. Pour un matériau que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de bricolage, coupé avec un coupe-tube à $8 et laissé tomber dans un seau que vous possédez déjà. Vous vivez avec ça depuis toujours, sans avoir jamais fait le lien. C'est la raison pour laquelle les hôpitaux ont longtemps installé des poignées de porte en cuivre, avant que l'inox ne devienne l'option à la mode et la plus rentable dans les années 70. C'est la raison pour laquelle les tuyaux en cuivre restent une référence mondiale pour la distribution d'eau potable, même si les alternatives en PVC et en PEX coûtent nettement moins cher au mètre linéaire. C'est la raison pour laquelle, historiquement, les taux de maladies liés à l'eau dans les communes équipées d'anciens réseaux en cuivre ont souvent été plus faibles que dans celles passées à des réseaux synthétiques plus récents. Un constat relevé dans la littérature scientifique en santé publique sans jamais devenir un sujet de une. Ce savoir n'a pas disparu. Il n'a simplement jamais été assez rentable pour qu'on le répète partout. On ne bâtit pas une campagne marketing sur un matériau déjà présent dans les murs de tout le monde. Une étude publiée en 2012 dans le Journal of Health, Population and Nutrition, une revue à comité de lecture de Biomed Central, a testé de l'eau conservée dans des récipients en cuivre contre 3 des agents pathogènes hydriques les plus courants. Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, E. coli au 157. Après 8 heures de contact avec le cuivre, les 3 étaient présents à des concentrations inférieures à la limite de détection, pas réduits à des niveaux statistiquement jugés sûrs, en dessous du seuil même de mesure, dans un simple récipient, sans aucun traitement, sans aucun additif, sans aucune intervention autre que la présence physique du métal. La raison pour laquelle vous avez payé des produits de traitement de l'eau toute votre vie, ce n'est pas que le cuivre soit inférieur, c'est qu'il n'existe pas de modèle économique autour d'un simple récipient. On ne peut pas mettre en place un revenu récurrent autour d'un morceau de métal qui ne s'use pas, n'a pas besoin d'être remplacé, ne demande aucun abonnement et peut s'acheter une seule fois dans un magasin de bricolage pour quelques euros. L'erreur se fait dès la première étape. Pas la troisième, pas la quatrième, la première. Et presque tous ceux qui essaient pour la première fois la commettent. Voici ce qu'il vous faut. Et je veux être totalement honnête avec vous sur chaque chiffre. Il vous faut du cuivre. La forme la plus accessible et la plus économique, c'est un tube de cuivre standard pour plomberie domestique, à parois fines, celui qu'on trouve au rayon plomberie de n'importe quel Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt ou quincaillerie de quartier. Un tronçon d'environ 30 cm de tube en cuivre d'environ 28 mm de diamètre coûte généralement entre 1,50 € et 2,50 € selon l'endroit où vous l'achetez. Si vous ne trouvez pas de petits tronçons de tube, les raccords en cuivre vendus à l'unité dans les mêmes rayons, coudes, manchons, thés, bouchons, sont faits du même matériau et reviennent souvent encore moins cher pour la quantité de surface de cuivre disponible. Il vous faut un récipient, n'importe quel récipient capable de contenir de l'eau et qu'on peut couvrir sans le fermer hermétiquement. Un bocal en verre, un pot en grès, un seau en plastique alimentaire, une marmite en inox. Le cuivre se moque de ce qu'il y a autour. La seule chose qui compte, c'est l'eau avec laquelle il est en contact. Il vous faut de l'eau, celle que vous avez. Eau de puits, eau de rivière, eau de pluie récupérée sur un toit propre, eau du robinet sur laquelle vous voulez lever un doute, eau provenant d'une source visée par une alerte sanitaire récente qui vous met mal à l'aise. Le mécanisme du cuivre n'a pas besoin d'une chimie d'eau particulière pour fonctionner. Il a besoin de temps de contact. Et c'est vraiment tout. Pas de cartouche de filtre à remplacer, pas de lampe UV à changer, pas de pastilles chimiques avec une date de péremption, pas d'électricité, pas de pièces mobiles.
quelques euros de cuivre et un contenant pour l'eau. Maintenant, voici le point sur lequel la plupart des gens se trompent. Ils ont rincé le cuivre avec du savon. Ça paraît être la chose évidente et responsable à faire. Un tube de cuivre neuf acheté en magasin de bricolage porte souvent un léger film de fluide d'usinage, de lubrifiant de coupe ou d'oxydation de surface. Le nettoyer avant de le mettre dans de l'eau destinée à être bu semble relever du simple bon sens. Et si vous le lavez avec du liquide vaisselle, du savon pour les mains, du savon de Marseille, un savon antibactérien, ou n'importe quel savon, vous déposez sur la surface du cuivre une couche résiduelle de molécules tensioactives. Les tensioactifs sont conçus au niveau moléculaire pour se fixer aux surfaces. C'est littéralement leur fonction. Ils se fixent au cuivre et bloquent physiquement la libération des ions cuivre dans l'eau. L'effet oligodynamique ne ralentit pas, il s'arrête complètement. Vous avez transformé votre cuivre en simple morceau de plomberie inerte, puis vous vous êtes demandé pourquoi votre eau continuait à laisser proliférer des bactéries. La bonne méthode de préparation se limite à 2 options, et seulement ces 2-là. Première option, du vinaigre blanc sur un chiffon propre, appliqué sur toute la surface du cuivre, puis rinçage uniquement à l'eau claire. Le vinaigre dissout la couche d'oxydation de surface et s'évapore sans laisser de résidus ni de film chimique. Deuxième option, de la laine d'acier, grade quadruple 0, parfois indiquée comme extra fine, le grain le plus fin disponible, utilisé à sec sur toute la surface du cuivre, puis rinçage, uniquement à l'eau claire. La laine d'acier retire mécaniquement le film d'usinage sans déposer aucune substance. Après l'une ou l'autre méthode, manipulez le cuivre uniquement par les extrémités coupées. Le gras naturel de la peau n'est pas catastrophique comme le savon, mais partir sur une surface propre ne coûte rien. Une fois le cuivre préparé, placez-le au fond de votre récipient. Remplissez le récipient avec l'eau que vous voulez traiter. Couvrez-le sans le fermer complètement. Les gaz doivent pouvoir s'échapper, mais les insectes et les débris ne doivent pas pouvoir entrer. Réglez un minuteur sur 8 heures. Les données d'homologation antimicrobienne de l'EPA ont été obtenues par contact direct sur surface dure. Des bactéries appliquées directement sur du cuivre dans un environnement de laboratoire contrôlé. Le traitement de l'eau fonctionne autrement. Les ions cuivre doivent se disperser dans tout le volume d'eau par diffusion, et la diffusion à travers un liquide demande un temps qu'une simple application sur une surface n'exige pas. Plusieurs équipes de recherche indépendantes, travaillant spécifiquement sur le traitement de l'eau dans des récipients en cuivre, sont arrivées à la même conclusion. 8 heures constituent la fenêtre de traitement fiable pour un bocal standard ou un petit récipient. Une étude de 2011 de l'Université de Caroline du Sud, publiée dans Applied and Environmental Microbiology, a confirmé l'élimination totale de E, coliosan 57H7, dans de l'eau conservée 8 heures dans des récipients en cuivre. La concentration d'ions cuivre dans l'eau traitée était d'environ 0,4 mg par litre. La limite maximale de contamination fixée par l'EPA pour le cuivre dans l'eau potable est d'1,3 mg par litre, un seuil lui-même établi avec une marge de sécurité importante au-dessus de tout niveau connu comme nocif pour la santé. Le traitement produit une eau propre, très largement dans les paramètres de sécurité pour la concentration en cuivre. Après 8 heures, versez l'eau dans votre contenant de stockage. Elle est prête. Maintenant, la variable. La seule chose qui détermine si 8 heures suffisent ou si vous arrêtez trop tôt, c'est le pH. Les ions cuivre passent dans l'eau par dissolution oxydative. Ce processus s'accélère fortement dans une eau acide et ralentit fortement dans une eau alcaline. Dans la plupart des réseaux municipaux aux États-Unis, l'eau du robinet est volontairement traitée pour atteindre un pH compris entre 7,5 et 8,5. Cette alcalinité est intentionnelle. Elle protège les canalisations de distribution en fer et en plomb contre la corrosion interne. Pour ces conduites, c'est la bonne décision d'ingénierie. Pour le traitement de l'eau au cuivre, un pH de départ au-dessus de 7,5 peut réduire la vitesse de libération des ions cuivre de 60 à 70% par rapport à une eau neutre ou légèrement acide, selon le document technique publié par l'EPA en 2008 sur la formation des sous-produits de corrosion du cuivre dans les réseaux d'eau potable. À un pH de 7,5 ou plus, 8 heures peuvent ne pas suffire. Le cuivre agit toujours. Il agit simplement plus lentement. Un temps de contact de 16 heures à pH élevé permet d'obtenir ce que 8 heures donnent à pH neutre. Mais il y a mieux que d'attendre davantage. L'acide citrique, la même poudre utilisée depuis des générations pour les conserves, la bière maison, la confiserie et la préservation des aliments, se trouve en supermarché, chez les fournisseurs de brassage amateurs et en ligne pour moins de 5 € les 500 grammes. Un quart de cuillère à café dissous dans un litre d'eau avant le traitement fait descendre le pH d'un niveau alcalin de réseau municipal vers une plage comprise entre 6 et 7. À ce pH,
La libération des ions cuivre se fait au rythme optimal, et la fenêtre de 8 heures devient fiable avec pratiquement n'importe quelle source d'eau à toute température ambiante supérieure à 10 degrés Celsius. L'acide citrique est un acide organique naturellement présent dans tous les agrumes. Il se décompose complètement dans l'eau et ne laisse aucune présence durable. La faible quantité ajoutée pour ajuster le pH se dégrade pendant la période de traitement. Si vous traitez de l'eau de puits ou de l'eau de pluie récupérée qui démarre à un pH neutre ou proche de la neutralité, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Un simple test avec bandelette pH, disponible en magasin de bricolage ou chez les fournisseurs d'aquariophilie pour environ 8 à 10 € les 100 bandelettes, vous donne votre pH de départ en 30 secondes. N'ajoutez de l'acide citrique que si le pH de départ est supérieur à 7,2. En dessous, 8 heures suffisent sans ajustement. Voilà le système complet. 2 € de cuivre, un contenant que vous avez déjà, 8 heures. De l'acide citrique si votre eau est alcaline, une bandelette pH si vous voulez en avoir le cœur net. Tout le reste, c'est une question d'échelle. Voici à quoi ressemble le passage à l'échelle. Une section de 30 cm de tube, cuivre de 25 mm, offre environ 94 cm² de surface intérieure et traite à peu près 2 litres d'eau par cycle de 8 heures. 2 litres par jour correspondent au minimum vital en eau de boisson pour un adulte sédentaire, selon le rapport de 2004 sur les apports nutritionnels de référence des académies nationales d'état national des sciences, de l'ingénierie et de la médecine. Une famille de 4 personnes, au strict minimum de boisson, a besoin de 8 litres par jour, soit 4 morceaux de tube, 2 récipients, une rotation sur 2 cycles, et 8 € d'investissement de départ. C'est la base. Pour une véritable autonomie en eau, à l'échelle d'un foyer, boire, cuisiner et assurer une part d'hygiène, le besoin quotidien d'une famille de 4 personnes monte à 50 litres au minimum, et se rapproche plutôt de 100 litres si vous entretenez un potager ou quelques animaux. À ce volume, il faut passer à un système de cuve. Un fût alimentaire de 200 litres, disponible d'occasion auprès de transformateurs alimentaires pour 10 à 20 €, ou neuf autour de 40 €, devient votre récipient principal de traitement. Une couronne de 3 mètres de tube cuivre recuit de 15 mm, que vous pouvez cintrer à la main autour d'un seau de 20 litres utilisé comme gabarit, coûte environ 25 à 30 € et fournit plus de 1000 cm² de surface de cuivre, une fois enroulé à l'intérieur du fût. Ce fût, rempli puis traité pendant 8 heures, à pH corrigé, traite environ 200 litres par cycle. Un fût, un remplissage, une fenêtre de 8 heures, 200 litres sans aucun consommable, à part l'acide citrique du départ. Aucune cartouche filtrante à remplacer tous les 6 mois, aucune consommation électrique, aucun réassort chimique. Le serpentin de cuivre ne se dégrade pas à l'usage. La libération d'ions cuivre dans l'eau traitée est autolimitée. Elle s'arrête lorsque l'eau atteint sa concentration d'équilibre, qui se stabilise de façon constante, bien en dessous du seuil fixé par le pH. Le serpentin installé aujourd'hui fonctionnera de la même manière dans 20 ans. Le seul entretien consiste à rincer le fût entre 2 remplissages. Un système à fût intégré à une récupération d'eau de pluie très simple, 20 m² de toiture propre et 25 mm de pluie, permet de récupérer plus de 400 litres en un seul épisode. Eau traitée, puis stockée. L'investissement total pour un système complet avec fût, serpentin de cuivre, matériel de collecte et capacité de stockage reste sous la barre des 100 €. Pas de facture, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour avoir de l'eau propre chez vous. Il y a encore une chose à ce sujet qui a mis longtemps à émerger dans la recherche publiée, et elle change complètement la manière dont on comprend ce que le cuivre fait réellement à votre eau. La plupart des discussions sur l'effet oligodynamique se concentrent sur les bactéries, Escherichia coli, Salmonella, les organismes qu'on retrouve dans les rapports de contamination et les avis de faire bouillir l'eau. Mais en 2015, une étude publiée dans PLOS ONE par des chercheurs de l'université de Southampton a montré que les surfaces en cuivre inactivaient le norovirus, la cause la plus fréquente de gastro-entérite aiguë dans le monde, responsable d'environ 685 millions de cas chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé, en 30 minutes de contact. 30 minutes, pas 8 heures, et le norovirus fait partie des agents pathogènes que la chloration, aux concentrations standards utilisées par les réseaux publics, maîtrise mal. Les autorités sanitaires américaines ont documenté plusieurs flambées de norovirus remontant à des réseaux municipaux pourtant entièrement chlorés, parce que neutraliser le norovirus exige des concentrations de chlore nettement plus élevées que celles utilisées dans le traitement classique de l'eau potable. L'épidémie de cryptosporidiose de Milwaukee, en 1993, le plus grand épisode documenté de maladie d'origine hydrique de l'histoire des États-Unis, avec plus de 400 000 personnes malades selon les archives sanitaires, s'est produite dans un réseau d'eau totalement chloré
est parfaitement opérationnel. Le chlore ne détruit pas le cryptosporidium au niveau de traitement standard. Après Milwaukee, l'Agence américaine de protection de l'environnement a imposé des exigences de filtration supplémentaires. Le cuivre, lui, détruit le cryptosporidium. La même étude, publiée dans PLOS ONE, a également montré une activité du cuivre contre la grippe A et contre le SARM, le staphylocoque doré, résistant aux antibiotiques, responsable d'environ 35 000 décès par an aux États-Unis, selon le rapport de 2019 des autorités sanitaires américaines sur la résistance aux antimicrobiens. Le cuivre ne choisit pas. La physique n'a pas de préférence. Elle perturbe l'architecture même de tout agent pathogène qui entre dans l'eau sans disposer d'un mécanisme de défense contre le cuivre. Et pratiquement rien de ce qu'on trouve dans les eaux naturelles n'en possède. On ne construit pas un marché annuel de 45 milliards de dollars sur une réalité pareille. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle vous ne le saviez pas déjà. Et voici la limite, la vraie, parce que tout système réel en a une, et vous méritez de la connaître. Le cuivre n'élimine pas les métaux lourds. Le plomb, l'arsenic, le mercure, le chrome. Le cuivre ne traite aucun d'entre eux. Il ne règle pas non plus les ruissellements de produits chimiques agricoles. Il n'élimine pas les résidus médicamenteux. Il n'améliore pas une eau contaminée chimiquement, seulement une eau contaminée biologiquement. Si votre ressource se trouve en aval de rejets industriels, si elle provient de formations géologiques naturellement riches en arsenic, ou si elle circule dans de vieilles canalisations en plomb, alors vous avez un autre problème. Et le cuivre n'est pas la réponse à ce problème. Un test d'eau domestique de base couvrant le pH, le plomb, les nitrates et la dureté coûte moins de 20 $ dans n'importe quel magasin de bricolage. Faites-le avant d'opter pour n'importe quel système de traitement de l'eau, au cuivre ou non. L'eau trouble exige aussi un pré-traitement. Les particules en suspension protègent physiquement les bactéries du contact, avec les ions cuivre. Si votre eau de départ est visiblement trouble, filtrez-la d'abord à travers une couche de tissu ou un préfiltre simple composé de sable et de gravier avant le traitement au cuivre. D'abord une eau claire, ensuite le cuivre. Dans cet ordre, le système devient complet et fiable sur une large variété d'eau naturelle. Carl Wilhelm von Nägeli a donné un nom à ce mécanisme en 1893. L'Agence américaine de protection de l'environnement l'a officiellement enregistré en 2008. Les moines cisterciens de Cîteaux l'utilisaient sans lui donner de nom depuis 800 ans avant cela. Les légions romaines l'utilisaient sans lui donner de nom plusieurs siècles avant eux. Les Égyptiens l'utilisaient sans lui donner de nom depuis 3000 ans, avant que quelqu'un pense à consigner cette pratique par écrit. Ce savoir n'a jamais disparu. Il n'a jamais été interdit. Il n'a jamais été réfuté. Il a simplement été rendu sans importance par un modèle économique. C'est un crime plus discret que la censure, et plus durable aussi. 2 $, 8 heures. La physique. L'eau a toujours été propre. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement.